Candidat malheureux aux récentes élections municipales et législatives de 2020 au Cameroun. On se souvient, c'était le 9 février 2020. C'était sous la bannière du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti pour lequel il milite depuis la base. Professionnellement parlant, il est avocat inscrit au barreau du Cameroun. Pour lui, la politique et le droit peuvent faire chemin ensemble du moment où le bon sens est mis au centre des deux notions. La pandémie du coronavirus qui secoue actuellement le monde ne le laisse pas indifférent et également qu'il s'intéresse aux questions sanitaires qui on ne peut plus asphyxier l'économie mondiale de cette crise qu'on a baptisée coronavirus, cette pandémie plutôt qu'on a baptisée coronavirus. D'aucuns disent que c'est un virus mortel et mortifère. On en parlera ce soir avec notre invité. Il sera également question de gouvernance, mais aussi et surtout du problème foncier au Cameroun, un véritable casse-tête pour le pays vert aux jaunes. Mesdames, Messieurs, notre invité a pour nom Maître Félix Bébi Djangé. Il est déjà confortablement installé dans le fauteuil rouge. Bon après-midi, vous devrais-je plutôt dire. Bonsoir, Maître. Bonsoir, Monsieur Moto. J'imagine que vous allez bien. Oui, je vais très bien. On vit un peu avec la hantise en ce moment, du fait de la pandémie. On est obligé de faire un peu plus attention par rapport à avant, de changer de façon de faire, de vivre, et ainsi de suite. Mais bon, ça va. On a le moral qui est au beau fixe. Alors, on va aborder plusieurs sujets ce soir. On a scindé cela en quelques parties. Tout d'abord, on parlera en quelques mots de votre biographie, et ensuite votre éducation, l'éducation que vous avez par exemple reçue de vos parents, votre vie politique, la crise sanitaire, et un autre problème qui est également important, le problème foncier au Cameroun. On l'a dit, c'est un véritable casse-tête chinois. On évoquera cela donc en dernière partie. Alors, commençons donc avec votre biographie de façon succincte. Si il vous était demandé de décrire votre biographie, qu'est-ce qu'on devrait retenir de vous? Bon, beaucoup de choses. Je suis un natif Douala, du canton Bel, du foyer Bonandomber. Je suis né le 23 décembre 1976 à Yaoundé, d'un père qui s'appelle Djangé Kambi Adolphe et d'une mère qui s'appelle Françoise Aboué Bikié. Mes parents, mon père étant fonctionnaire, j'ai fait mes études dans plusieurs villes et une partie également à l'étranger. J'ai été la plupart du temps dans les internats, du fait d'une certaine instabilité de mes parents et également pour des problèmes personnels. J'ai beaucoup fait l'internat. J'ai par exemple commencé la maternelle en Konsamba. Après, je suis venu à Douala. Après Douala, je suis allé à Yaoundé. Yaoundé, je suis allé à Makak, au collège Sacré-Cœur de Makak, à l'internat. Après, je suis allé à Maznod, collège de Maznod en Gaoundéré. Et ensuite, je suis allé au Bénin, dans la ville de Porto Novo, où j'étais à l'internat. J'ai aussi fait un tour à Ouaga, donc je connais un peu l'Afrique de l'Ouest. Plus tard, je suis revenu faire une partie de mon université ici, à Tchon et à Douala, où j'ai fait mon DEA. Et après, j'ai fait un MBA en France. Je suis revenu, je suis là, je suis installé aujourd'hui comme avocat depuis 2008. Je suis avocat. J'ai été en stage pendant 3 ans et depuis la fin de mon stage, j'ai ouvert mon propre cabinet. J'ai un amour pour l'écriture et également pour l'enseignement. D'ailleurs, à mes heures perdues, je dispense quelques cours de droit dans certains instituts universitaires.
J'ai donné également un cours à l'université de Douala en licence professionnelle, notamment le cours sur le droit des assurances. J'ai également commis 2 ouvrages avec mon ami et frère qui est magistrat, Ngoko Timo Raoul. Nous avons en 2012 commis le commentaire annoté du Code CIMA. Et en 2014, nous avons commis le contentieux des assurances dans l'espace CIMA. Nous sommes en train d'aller vers un 3e ouvrage. Le choix étant que lui étant du côté de la magistrature, moi étant du côté de l'avocature, qu'on ait des regards croisés sur les aspects du droit. On a beaucoup de chantiers comme ça, donc voilà ce que je pourrais dire en ce qui concerne un peu ma biographie. Si j'ai oublié quelque chose, vous pourriez me relancer. Un parcours assez élogieux. Alors, décrivez-nous un peu le type d'éducation que vous avez reçu de vos parents. Alors, j'ai reçu l'éducation d'abord de mes parents parce que ce sont mes biologiques. Et ensuite, d'autres personnes qui ont été mes tuteurs pendant tout mon parcours, des personnes qui m'ont marqué, qui étaient un peu mes référents. Mais venant d'abord de mes parents, notamment de mon père, j'ai reçu beaucoup de rigueur de lui. La rigueur, le respect. Ceux qui l'ont connu, ceux qui le connaissent savent que c'est quelqu'un de très rigoureux, très respectueux aussi. J'ai également reçu de lui l'intégrité. C'est quelqu'un qui ne transige pas facilement. On dit de lui qu'il est un peu casse-tête, il est jusqu'au boutiste. Quand il a une idée, il n'en démord pas. Je partage également cela avec lui. Bon, alors ma mère, comme toutes les femmes, c'est une femme très pieuse. Et ce côté religieux que j'ai, c'est d'elle que je tiens cela. Après, j'ai eu au cours de mon parcours certains référents, des gens qui m'ont beaucoup conseillé sur un certain nombre de choses, l'humilité, parce que étant fils de fonctionnaire, on avait certaines attitudes quand on était plus jeune qu'on essayait de corriger. Donc j'ai appris de ceux qui ont été mes référents beaucoup d'humilité dans la vie. Et quand j'ai fait un tour à l'université de Tchang, j'ai appris 2 choses. Mais là, je ne les ai pas appris. Bon, ça a forgé un peu ma vie plus tard, mais je n'ai pas appris ça des gens. J'ai appris d'un peuple. J'ai appris par exemple le travail. Parce que quand j'étais là-bas, j'ai essayé de comprendre un peu la culture de nos frères qui sont de là-bas. Et j'ai appris que le travail, c'était le maître mot pour toute réussite. Et après, j'ai appris ce que c'est que l'argent, la valeur de l'argent. Parce qu'on était un peu plus dispendieux quand on était plus jeune. On dépensait peut-être pas sans compter tout ça. Mais avec eux, j'ai appris ce que c'est que l'argent, comment gérer l'argent, la valeur de l'argent. Donc voilà à peu près ce qui forge aujourd'hui mon éducation. Je suis quelqu'un de rigoureux dans le travail. Je suis rigoureux, je suis très respectueux. Ce qui fait que en retour, je ne tolère pas des comportements irrespectueux. Je suis très respectueux. Et bon, parfois c'est du bon, parfois c'est du mauvais aussi. Il y en a qui n'apprécient pas, il y en a qui prennent ça comme un abus de faiblesse, ainsi de suite. Donc, mais bon, c'est tout moi là. Voilà. Alors, dites-nous, maître, à quel moment de votre vie cette éducation a-t-elle un impact sur votre vie, notamment la vie professionnelle? Faites-nous-en une description. Quand j'entre dans l'avocature, déjà j'entre là, vraiment, c'est un métier que j'ai toujours rêvé de faire. Et même étant déjà à l'école, il y a des amis qui m'appelaient déjà maître. Je ne sais pas comment. Après, les parents voulaient que je sois magistrat. Mon père voulait que je prenne sa place. On a même eu d'ailleurs un conflit par rapport à ça. Je ne me voyais pas voyager dans tout le Cameroun comme lui l'a fait et tout ça. Et bon, après, quand j'ai commencé, je me suis rendu compte que le travail, ce métier, pour réussir dans ce métier, il faut travailler. Et à côté du travail, il faut prier. Donc, de tout ce que j'ai reçu comme éducation, j'ai compris que pour que je réussisse dans mon métier sur le plan professionnel, il fallait travailler et il fallait ensuite prier. Parce que comme il nous est interdit d'aller vers les clients, c'est les clients qui viennent vers nous.
Et je peux vous dire que vous ne pouvez pas savoir comment un client vient vers vous. J'en ai des milliers. Je ne peux pas vous dire comment ils viennent. Chaque jour, ils viennent. Des rencontres que j'ai faites une fois, des rencontres que je n'ai même jamais faites. C'est un nom qui est parti comme ça. Mais je pense qu'à la base, c'est parce qu'il y avait le travail aussi. De sorte que, quand j'ai ouvert mon cabinet en 2011, j'ai institué comme une espèce de transmission à mes collaborateurs le concept Aura et Labora. Qui veut dire Prix et travail. Je leur ai dit, n'est que ça que je peux vous transmettre comme éducation. J'imagine qu'ils ont compris le bien fondé de cette, de ces leitmotifs. Il y en a qui comprennent, qui sont allés même, qui sont très loin. J'ai des collaborateurs qui ont fini en entreprise aujourd'hui, qui sont des cadres juridiques là-bas. Il y en a qui sont toujours avec moi, qui travaillent. Ils ont compris. Parce que malheureusement, beaucoup ne comprennent pas. Ils se disent, mais comment ce jeune homme-là, il va aussi vite? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Est-ce qu'il n'y a pas une main derrière? Est-ce qu'il n'y a pas... Les gens se posent mille et une questions. Donc, il fallait que moi-même je leur dise, que j'ouvre un peu, que j'attire leur attention, que j'attire leur éveil pour leur dire, écoutez, voilà comment moi j'ai fait pour arriver là. Et ça, c'est par rapport à mon éducation. Mon papa était un travailleur, ma mère une travailleuse. Ma mère, elle a fait des études normales, bonnes études, après elle a fait le PNUD et tout ça. Je veux dire que j'ai eu des parents qui ont travaillé, qui m'ont montré ce que c'est que le travail. Donc c'est un peu ça. Je n'étais pas forcément un élève brillant ou un étudiant extrêmement brillant, mais j'étais un travailleur quand même. Ouais. Alors, c'est ce travail qui vous vaut aujourd'hui tout ce que vous avez, parce que vous avez dit vous-même, en dehors d'être avocat, vous avez parfois vos heures perdues, quelques connaissances aux étudiants. Alors, on va maintenant parler de votre vie politique. Vous êtes militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais à la base. On a aussi souvenance que sous la bannière de ce parti, vous avez essuyé une défaite lors des récentes municipales et législatives. Qu'est-ce qui n'a pas marché, maître Félix Edianguet? Je voudrais d'abord corriger deux choses. Ce n'est pas une défaite. C'est pas une défaite. C'est donc quoi? C'est pas une défaite. Et la deuxième chose, c'est que je suis militant à la base depuis l'université. Bien que n'étant pas souvent actif, mais nous avons un moment soutenu le président quand on était à l'université, au travers de nos aînés qui étaient déjà des militants actifs. On a soutenu le président. Et après, il y a eu une espèce de sommeil venant de moi. Et quand j'ai commencé à travailler, je me suis dit, bon voilà, il faut peut-être que je relance mon militantisme. Donc, je vais d'abord faire ces deux précisions-là. Alors pour revenir à la défaite, je dirais que ce n'est pas une défaite. Au contraire, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris un peu de ce parcours-là. Il se trouve que je me suis dit à un moment de ma vie, j'ai quand même un certain nombre de connaissances intellectuelles, et j'ai certains challenges que j'ai envie de mener. J'ai envie de participer parfois à des changements de mentalité, des changements d'attitude, de comportement et tout ça. Je veux un peu influencer ma société. Ma profession à moi me permet certainement de faire un peu cela, mais à un moment je suis limité. Et c'est un devoir moral pour moi de passer par la politique. Parce que vous n'allez pas voir tout le bagage que j'ai aujourd'hui et rester là à ne penser que à vous et à votre petite cellule familiale. À un moment, c'est-à-dire que nous rencontrons des gens au quotidien qui ont des soucis énormes, qui ont des problématiques sur le foncier, sur la santé, sur l'éducation, sur pas mal de questions de société, des questions de développement. Et le droit à lui seul ne suffisant pas, il lui fallut quand même qu'à un moment je puisse avoir un levier sur lequel je peux m'appuyer pour influencer un peu cela. C'est comme ça donc que je décide d'entrer dans la bataille politique. Déjà dès 2017, je commence à faire quelques actions sur le terrain, à rencontrer les présidents des comités de base des différentes sous-sections. J'avais une petite équipe avec laquelle je travaille.
On commence à faire un peu du porte-à-porte, on rencontre toute la jeunesse du parti. Il y en a qui étaient également des frustrés qu'on essaie de ramener en promettant qu'il faut qu'on fasse les choses différemment, qu'on fasse la politique différemment. Et plus tard, je décide donc d'aller dans la compétition pour être député. On prépare cela normalement et on arrive aux investitures. Et j'ai été recalé. J'ai été recalé parce qu'il y avait 4 listes. Il y a une liste qui comportait une seule personne qui a été éliminée. Il y avait ma liste, il y avait la liste de 2 autres personnes. Alors les critères qui étaient échafaudés, qui étaient prévus, n'étaient pas forcément en ma faveur. Parce qu'il se trouve que dans l'investiture, dans notre ressort ici, à Douala 1er, on tient compte d'une certaine composition et du genre. Alors il fallait un représentant du canton Bel, il fallait un représentant du canton Akwa et il fallait un représentant du canton d'Edo. Alors, et la compétition se joue d'abord dans les cantons. Donc moi, dans le canton Bel, j'avais déjà des compétiteurs en face de moi. J'avais celle qui sortait, l'honorable Touté Marlis, non pas Touté, l'honorable Marlis Tongo. Et j'avais en face de moi l'honorable Touté Marlis. Et il y avait moi. Malheureusement, au moment de faire dans l'investiture, le choix s'est porté sur l'honorable Touté Marlis. Et pourquoi ce choix? Parce que le canton d'Edo, parce que quand on a commencé la répartition, on a commencé par le canton d'Edo, où on a pris un homme. Après on est allé au canton Akwa, où on a pris un homme, et il fallait une 3e personne, il fallait respecter le genre. Et on a pris l'honorable Sopor Touté. Donc voilà comment je suis écarté. Bon, alors, ça c'est l'explication que j'ai pu percevoir ce jour-là. Mais en réalité, il y a eu beaucoup d'explications qui sont justifiées les unes, peut-être pas les autres, ainsi de suite. La première explication, c'était que je venais dans un environnement dans lequel j'ai trouvé qu'il y avait déjà des camarades politiques qui avaient bien structuré leur combat politique depuis des années et qui s'étaient mis ensemble en bloc. C'était pas facile pour moi de rentrer là-dedans. Et l'autre explication, c'était que bon voilà, il est relativement jeune, on ne le connaît pas suffisamment, bon, il va attendre un peu, ainsi de suite. Donc il y avait pas mal d'explications comme ça, mais il n'en demeure pas moins que je dis que c'est pas une défaite parce que j'ai compris en fait pourquoi je n'ai pas été retenu. Et si j'avais eu cette donnée-là avant, j'aurais travaillé différemment. Parce qu'il faut bien comprendre qu'on parle certes d'investiture et tout ça, mais il y a des critères qui sont... Moi, je voulais qu'on s'intéresse beaucoup plus au 3e critère que vous avez évoqué tout à l'heure, celui de la jeunesse. Paraît-il, vous étiez trop jeune. Alors, est-ce que cela cadre-t-il avec la circulaire du chef de l'État? Vous n'avez pas l'impression que la circulaire du chef de l'État a été foulée aux pieds par vos camarades de parti? Parce qu'on a souvenance que dans cette circulaire, il était question qu'on accorde plus de place aux jeunes. Oui, pas seulement aux jeunes. La circulaire disait bien qu'il fallait injecter du sang neuf. Il fallait de nouvelles personnes. Ceux qui ont de la compétence, ainsi de suite. Il y avait un cumul de critères comme ça. Oui, je dirais déjà que j'étais le plus jeune des candidats titulaires. Parce qu'il y avait des jeunes candidats, mais qui étaient des suppléants. Mais parmi les candidats titulaires, j'étais le plus jeune. Et c'est moi qui tenais la liste qui était tête de liste sur ma liste. Donc, oui, j'étais le plus jeune de tous les titulaires les titulaires qui étaient tête de liste. J'étais le plus jeune. Oui, effectivement, on pouvait faire le reproche. On pouvait leur faire le reproche qu'ils n'ont pas respecté la circulaire. On peut leur faire ce reproche-là, effectivement. Mais comme je dis, on ne va pas seulement s'arrêter sur ce détail-là, parce que l'investiture dans le RDPC, comme dans, je suppose, d'autres partis, ce n'est pas facile. Ça ne se prépare pas la veille. Moi, j'ai commencé peut-être 2 ou 3 ans avant. Il y en a qui ont commencé 5 ans avant. Et je veux dire, j'étais un outsider. Je venais de nulle part. Ils me connaissaient, mais ils ne savaient pas que j'avais ces ambitions-là. Et à ce niveau-là, vous allez me conforter sur ma prochaine question.
N'est-ce pas aussi parce que vous avez manqué un parrainage? Puisque vous dites, on ne vous connaissait pas, jeune, talentueux, ambitieux, mais peut-être qu'il manquait quelque chose. Oui, on peut penser. Un parrainage, par exemple. On peut penser ça, sauf que ma candidature n'était pas ignorée. Parce que j'ai pris la peine quand même d'informer jusqu'à un certain niveau, certaines personnalités, que j'avais l'ambition de briguer le poste de député dans ma circonscription. Alors, entre informer et peut-être y être appuyé, c'est deux choses différentes. Oui, peut-être qu'il fallait que je sois parrainé. De toutes les manières, je dis que pour moi, ce n'est pas une défaite parce qu'au regard de ce que j'ai pu apercevoir, j'ai plutôt gagné en expérience. Parce que militer, c'est une autre école. Qui n'a rien à voir avec les capacités intellectuelles et ainsi de suite. C'est une autre école. Donc pour moi, ce n'est pas une défaite. J'ai beaucoup plus gagné et je pense que pour la prochaine fois, je vais bien me préparer et que les choses seront peut-être différentes. Donc vous n'avez pas l'impression aujourd'hui qu'on vous a arraché votre chance? Non, non. Écoutez, ma chance, peut-être que c'est dans 5 ans. Peut-être même que ce n'est même pas là-bas. Vous pensez que je focalise, oui, peut-être même que ce n'est même pas pour être député. Donc il est fort probable qu'on me retrouve dans un autre parti. Pas un autre parti, je ne fais pas du nomadisme partisan, je ne fais pas ça. Le jour où je partirai du RDPC, je rentrerai chez moi, je vais enseigner, je vais faire ce que je veux, ce qui me plaît et tout ça là. Je ne ferai jamais ça. Vous pouvez même, comme vous enregistrez, vous pouvez garder ça. Je ne ferai jamais du nomadisme. Je suis dans le RDPC parce que j'aime d'abord ce parti. C'est un parti qui nous a bercés depuis l'enfance. Il est difficile de s'en détacher. Même si parfois il y a des frustrations, il y a des choses qu'on n'apprécie toujours pas, mais c'est un parti que j'aime beaucoup et j'ai des sympathies pour certaines personnes dans ce parti-là. Donc je veux dire que pour moi, partir de là pour aller ailleurs, et moi j'aime être indépendant d'esprit. Je ne vais pas aller, demain je suis dans un autre parti, comment je vais regarder mes camarades d'hier qui m'ont fait confiance, je ne vais pas les abandonner. Non, c'est un peu ça. Ouais. Alors, une fois la décision de vous lancer en politique prise, avez-vous un instant imaginé que cet engagement pourrait phagocyter votre vie d'avocat au point de vous faire perdre votre crédibilité? On a encore besoin de vous rappeler que les hommes politiques ne bénéficient pas des qualificatifs encensants de la société camerounaise. Monsieur Moto, je suis un militant du RDPC différent. Expliquez-nous un peu cette différence. Moi, j'ai une autre vision du parti. Et pour moi, j'estime qu'il faut qu'on change le parti. On change la façon de faire dans le parti. Qu'on rentre dans les fondamentaux du parti. Qu'on éduque nouvellement, qu'il y ait une nouvelle classe politique du parti. Donc moi, j'ai une autre vision du parti. Donc pour moi, impacter négativement dans ma profession, je ne pense pas. D'abord, je vais vous dire quelque chose. Un avocat, c'est un défenseur, c'est un conseiller. Vous pensez que quand un justiciable arrive chez moi, il regarde ma casquette politique? Premièrement, il ne la regarde pas. Il dit, je vais chez Maître Jangué parce qu'il est peut-être la personne qui a la solution pour moi. Peut-être parce qu'il me conseille très bien. Et je peux vous dire, je peux vous rassurer, ils sont là, ils m'écoutent. J'ai des clients qui sont dans plusieurs partis de l'opposition. L'autre chose, c'est qu'il y en a qui viennent aussi, justement peut-être parce que je suis du RDPC. Parce que c'est dire que bon, ok, il a peut-être de l'entre-gens, il a ça. Donc je veux dire que ça ne peut pas impacter négativement. Alors au niveau de l'indépendance d'esprit, je ne suis pas de ceux qui pensent que quand c'est noir, il faut dire que c'est blanc. Non. Moi, où je me tais, mais quand je prends la peine de parler, je dirais que ce qui est noir est noir. Donc le client qui vient vers moi, c'est déjà que celui-là, au niveau de l'intégrité, ça je vous l'ai dit au début de mon propos ici, que c'est quelque chose que j'ai dans moi, cette intégrité-là. C'est-à-dire que je sais dire les choses comme elles sont. Parfois, je peux choisir de me taire parce que par respect, ou bien parce qu'on veut ménager une certaine situation, on ne parle pas. Mais quand j'ai décidé de parler, donc quand un client vient vers moi, il sait très bien que je pourrais dire au magistrat que, écoutez, là, monsieur, vous avez, ou bien à un agent de police, le gendarmerie, que là, monsieur, écoutez, vous sortez au-delà du cadre de la loi. Je n'aurais pas peur de le dire. Donc pour moi, ça n'entache pas ma profession. Je peux vous le dire. Et après maintenant, il faut la tolérance dans tout ce qu'on fait. Si un client vient vers moi parce que c'est dit que, ou bien il me quitte passer, il va se dire que je suis du RDPC, mais il n'a rien compris, on peut vivre ensemble, mais être dans les bords politiques différents.
Et je peux vous dire qu'il y en a qui vivent comme ça, non? Même dans les maisons. Tel est du RDPC, tel est de notre parti. Ça, le vivre ensemble. Bien sûr, c'est tout ça aussi. C'est même d'abord ça aussi, la tolérance, l'acceptation de la différence de l'autre. Il faut que, moi je pense que jusqu'à présent, je n'ai pas ces problèmes-là. J'ai des clients que je conseille au quotidien, qui sont les clients les plus importants de mon cabinet, mais qui ne partagent pas le même bord politique que moi. Et il nous arrive même très souvent de discuter politique. Et après qu'on ait eu des échanges avec des concepts, je veux dire des vues différentes, il est arrivé très souvent qu'on arrive à quelque chose de commun. Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'on recherche? On recherche le mieux-être pour tout le monde, pour l'intérêt général. La bonne vision, la bonne politique, c'est ça qu'on recherche. Ce n'est pas nos petites personnes qui comptent, c'est l'intérêt général qui compte. D'après les informations glanées à bonne source, ceux des candidats qui ont été écartés de la course par le parti ont décidé de boycotter, voire de se désolidariser. Sauf que ce n'était pas le cas avec vous. Qu'est-ce qui a motivé ce fair play de votre part? Y a-t-il eu des promesses? Si oui, lesquelles? Promesses? Non. Je vais à une compétition. Moi, je suis un joueur de basket. Je suis un joueur de basket. Vous partez parce que vous savez que vous avez de la compétence. Oui. Et que subitement vous dites, vous êtes jeune, oui. On ne vous connaît pas. Mais après mettez-vous de côté. Après, je fais mon examen. Et je me dis, bon, ok, ce n'est que partie remise, ce n'est qu'un échec sur mon chemin, pas sur toute ma vie. Au demeurant, je veux dire que je suis quand même casé quelque part. Je n'ai pas focalisé. Et quand on va à une compétition, il faut d'abord intégrer qu'on peut perdre. Mais je vais vous dire quelque chose. Quand j'ai commencé en 2017, tous les jeunes qui étaient avec moi, ils m'ont dit, maître, si on ne vous choisit pas, nous on vote l'opposition. Et chaque jour qu'on travaille ensemble, je leur ai dit non, on n'a pas que ça. Faisons un travail qui un jour va nous être récompensé. N'abandonnez pas. Ce qui fait que le jour où on ne m'a pas choisi, c'était choix 21 quand on a appelé pour lui les noms, il y en a qui ont voulu faire la casse. Ils ont voulu faire la casse, ils ont voulu séquestrer les gens. Ceux qui étaient là, il y avait une trentaine de personnes autour de moi, je leur ai dit, écoutez, on ne m'a pas choisi, restez calme, rentrez chez vous, ce n'est que partie remise. Pourquoi? Ça, c'est un esprit républicain. Mais bien, écoutez, vous pensez que, déjà même que faire, aller même contre cela, je m'exposais même au niveau du parti. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, vraiment, je suis un challenger. Quand je vais en procès, ça c'est, quand je vais en procès, je vais en instance. Après avoir bataillé, argumenté, tout ça, je perds le procès. Vous pensez que j'abandonne? Vous pensez que je dirais à mon client d'abandonner? Mais non, je vais en appel. Et même il peut arriver que là-bas, entre ce qu'il y a comme influence et tout ça là, je bagarre encore. Je vais jusqu'à la Cour suprême. Donc je veux dire que je suis d'abord un challenger. Et j'estime que ce n'était que pour moi une étape. Je n'ai pas focalisé forcément et je n'ai fait aucun accord avec personne d'ailleurs. Aujourd'hui, j'ai pensé soutenir ceux des candidats qui ont été retenus, pas pour eux, mais pour le parti. Parce que eux là, ils vont passer. Il y en a qui vont, l'année peut-être dans 5 ans, ils vont pas revenir en compétition. On aura de nouvelles personnes, ainsi de suite. Mais le parti va rester. Donc moi, je me suis dit, je travaille pour le parti. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai été auprès d'eux. On a travaillé pendant toute la campagne. Parce que j'estime qu'il fallait que le parti, comme le président l'a dit, il fallait qu'on ait quand même la majorité aux municipales et aux législatives. Parce qu'on avait effectivement du travail à faire sur le terrain. Il y a des partis, les jeunes partis qui bousculaient, ainsi de suite, les anciens comme le SDF qui bousculaient également. Donc il fallait quand même faire un bloc pour travailler. Alors, que pensez-vous de vos camarades du parti? Je vais citer quelques noms, 6. Vous me diriez ce que vous pensez de chacun de ces camarades-là. Je commence par Paul Biya. On va rappeler que c'est le président du parti, du RDPC. Oui, c'est notre président. C'est un monsieur que je n'arrive toujours pas à comprendre. Il force mon admiration. Il est vrai qu'aux dernières élections, j'avais souhaité que peut-être qu'il passe la main. Et après, il a souhaité revenir. C'est son choix. Et j'ai compris. Il y a plusieurs raisons peut-être pour cela. Je ne suis pas dans ses motivations. Mais c'est un monsieur
Aujourd'hui, j'ai beaucoup de sympathie pour lui et j'espère que ceux qu'il a choisis pour travailler auprès de lui vont l'accompagner pour qu'il ait une meilleure sortie. Parce qu'on ne va pas quand même nier qu'à un moment, il y a eu un certain relâchement de la gestion et ainsi de suite. Mais il y a des efforts qui sont quand même faits. Donc je souhaite que on l'accompagne tous, tant dans le parti que dans le gouvernement, on l'accompagne pour qu'il ait une meilleure sortie. Vous dites que c'est quelqu'un que vous admirez. Qu'est-ce que vous admirez Quand je n'arrive pas à cerner quelqu'un, ça veut dire qu'il a des qualités exceptionnelles. Déjà, il y a des moments où j'ai pensé que, ok, quand il va faire son discours, je saurai ce qu'il va dire. Mais la façon dont il prend le discours, je me dis, mais comment il a fait pour penser comme ça? Ou bien quand on attend qu'il se comprenne d'une certaine manière, là par exemple, on a dit qu'il était décédé. On a dit que bon, les images avec l'ambassadeur Guilou, c'était du fake news, ainsi de suite. Il y en a même qui ont juré mordicus. Donc, il appâte un peu comme ça, là, il a des stratégies. Et je veux dire, bon, quand on est un homme politique, ça force forcément l'admiration. Même si on ne l'aime pas, je veux dire, pour celui qui ne l'aime pas, il doit quand même reconnaître que c'est un monsieur qui a une certaine façon de faire, hein, qui le met au-dessus quand même des autres. Je veux dire, rien que ça force d'abord l'admiration. On va évoluer. Le professeur Jacques Famin Ndongo. Je le connais en tant que ministre, je ne connais pas très bien. C'est un camarade du parti qui s'occupe de la communication. Vraiment, bon, je ne le connais pas très bien. Je peux pas. C'est un camarade. Et parce que j'ai du respect pour les aînés, bon, j'ai du respect pour lui. Maintenant, peut-être qu'un jour, je serai en porte-à-faux avec lui, ou bien même en accord avec lui, selon qu'il présentera une vision qui n'est pas la mienne. Donc, pour l'instant, je me réserve d'avoir je ne dis pas un jugement, mais d'avoir une appréciation sur sa personne. C'est quelqu'un que je respecte en tant que membre du gouvernement, ministre de l'enseignement. Je n'ai pas encore interrogé le système de l'enseignement. Le jour serait interpellé là-dessus. Peut-être je pourrais dire s'il travaille bien ou pas. Pour l'instant, en tant que camarade politique, j'ai du respect pour lui. Le docteur Messaka Nyamdi. Je l'ai rencontré plusieurs fois. J'ai du respect pour lui aussi. Mais parfois, je souhaite qu'il parle moins. Et il a choisi son couloir, il dit qu'il est un biaïste. Ça veut dire que lui, il supporte d'abord le président Bia. Donc, c'est son choix. Je le respecte aussi. Mais c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de sympathie. Avec son handicap, il fait quand même l'effort de rester un meilleur enseignant. Ceux qui sont passés par lui, qui ont été enseignés par lui, disent que c'est un bon enseignant. Vous condamnez au moins le fait qu'il soit atteint de l'égorée, c'est-à-dire le fait de beaucoup parler. C'est ce que vous lui reprochez. Non, je ne condamne pas, mais je dis que je souhaite que de temps en temps, qu'il parle moins. Qu'il observe ce qu'on appelle le silence. Moins bavard. Non, pas bavard, je dis qu'il observe le silence. Voilà. Ok, d'accord. Le maire Lengue Malapa. Ah oui, ça c'est l'artisan du parti dans la section. C'est quelqu'un qui a une expérience dans le parti. Il a fait gagner, il faut qu'on se dise les choses. On a été opposés, parce que je crois que son équipe et mon équipe à moi, on était opposés. Mais il faut reconnaître qu'il a la maîtrise du parti. Il fait partie des militants qui ont beaucoup œuvré pour que le parti soit là où il est aujourd'hui. La majorité dans le conseil municipal et même pour les autres, pour le législatif, il a contribué. C'est quelqu'un qui a la maîtrise il est le patron de la section ADPC ici. Il œuvre beaucoup. Il a une bonne maîtrise donc à ce point de vue-là, oui, je le respecte pour ça. Alors, quelle a été votre réaction quand vous avez appris qu'il ne sera pas porté à la tête de la mairie de la ville? Je ne sais pas, je n'ai pas vu la chose comme ça. C'est un échec sur son chemin à lui. Mais vous savez, nous sommes dans un parti, il y a une certaine discipline. C'est vrai qu'il y avait une lecture juridique à faire, par exemple, du code de 2019 sur la décentralisation. Il y avait une lecture à faire qui laissait entrevoir que tout conseiller peut prétendre à ce poste-là. Mais sauf que le parti avait déjà quand même choisi. Il est vrai qu'on peut interroger également le choix du parti à ce niveau-là pour critiquer et dire ce qu'on veut, mais les gens ont leur motivation. Nous ne sommes que des militants. Moi, je suis pas derrière lui, ou je n'ai pas été avec lui sur ce combat-là pour savoir pourquoi lui-même voulait être maire de la ville, mais je considère que c'est un échec sur son chemin. Il a pensé que, d'abord, il a fait 12-13 ans là, il a une certaine expérience et que, connaissant bien les problèmes de ville,
par rapport à celui qu'il challengeait, il serait un meilleur maire. Si les choses sont comme ça, oui, je dirais que oui, il pouvait être un meilleur maire. Sauf que il n'y a pas que l'expérience. Il faudrait comme mettre quelqu'un là qui a certaines visions, qui a été l'actuel maire de la ville, a une certaine expérience aussi. Il a été au gouvernement, ainsi de suite. Donc, je veux dire que le parti a tranché cette querelle-là. Et en tant que disciplinaire du parti, je préfère m'aligner à ce que le parti a pris comme position. Alors, on referme cette liste avec Hervé Emmanuel Com. Oui, le grand frère Com. Je suis très déçu du fait qu'il n'a pas été choisi, qu'on lui a fait une cabale et qu'il n'a pas été député. Vous estimez que c'est une cabale? Oui. Ce qui lui a été opposé. Non, mais si vous voulez, mais bien sûr, en fait, moi, ça c'est mon point de vue, bien sûr. Je dis que pour moi, c'est une cabale. Je ne sais pas d'où elle vient, mais j'estime que c'est une cabale. C'est quelqu'un qui a toujours été au fond pour le parti. Il est au fond pour le parti et je pense qu'il a voulu sortir par là. Bon, ça n'a pas marché. La raison qui a avancé, c'est sa double nationalité. D'abord, aussi, sur la question de la double nationalité, je pense qu'on traîne un peu. Il faudrait qu'effectivement qu'il y ait le test. Ça, c'est mon avis. Il faudrait qu'il y ait le test. Et qu'on pourrait organiser. On dit, bon, vous êtes américain et camerounais, mais si vous voulez briguer un poste électif, il y a des conditions. Donc, pour moi, ce n'est même pas un frein. Donc, alors maintenant, sur le fond, je n'ai pas été dans son dossier, mais j'ai quand même fait des recherches là-dessus. La question de la nationalité, de mon point de vue, ne pouvait pas se poser devant le juge constitutionnel. C'est une question d'état de personne. C'est une question d'état de personne. C'est d'autant plus que la procédure sur l'état de personne était encore pendante devant les juridictions de droit commun en instance inférieure. Donc pour moi, la décision du juge constitutionnel aurait été de dire que, écoutez, c'est hâtif pour moi de prendre position, donc je me déclare incompétent parce que la question sur le fond est encore pendante devant une juridiction. Ça, c'est ce que j'ai pu avoir comme lecture au regard de ce que j'ai fait comme recherche. Maintenant, je peux me tromper. Mais j'estime quand même que le parti aurait même pu l'appuyer. Parce qu'il a beaucoup travaillé, à l'image des autres de ses camarades qui ont pu passer député, ainsi de suite, ou bien maire. Oui. Alors, vous avez consommé, vous avez dit qu'on ne devrait pas appeler ça défaite. Les municipales législatives sont passées, vous avez acquis une expérience. Alors, c'est quoi la suite? Je vais continuer à travailler. Je vais continuer à travailler avec la base. Je vais travailler avec ceux qui sont aux affaires aujourd'hui. J'essaie d'être proche de ceux qui sont aux affaires pour apprendre aussi un peu sur le plan politique et évidemment construire mon chemin pour demain. C'est ce que je vais faire. Alors, parlons maintenant de l'actualité sanitaire. Il n'est plus un secret pour personne que le monde est terrorisé, je peux dire ça comme ça, menacé par la pandémie du coronavirus, une pandémie mortelle et mortifère. Alors, que vous inspire déjà la politique mise sur pied par le gouvernement camerounais pour barrer la voie à cette pandémie-là? Avant d'arriver à la politique, je voudrais quand même indiquer que la première difficulté que rencontre l'État du Cameroun et les autres États, c'est qu'on n'arrive pas déjà à cerner ce phénomène-là, à cerner la maladie. On n'arrive pas à la comprendre. On n'arrive pas à comprendre les mots de contagion. On n'arrive pas à se fixer sur un traitement. Et tout cela mis ensemble a certainement orienter certains pays à avoir une certaine politique ou des politiques différentes. Et également l'OMS à avoir des positions parfois contradictoires les unes des autres. Aujourd'hui, l'État, après avoir énuméré un certain nombre de mesures qui sont allées grandissant, a décidé désormais qu'il fallait centraliser la politique contre le Covid. Qu'est-ce que j'appelle centraliser? Ça veut dire que l'État a décidé que pour faire le dépistage, par exemple, il fallait orienter vers l'Institut Pasteur.
tous les dépistages. Et maintenant, pour la prise en charge des malades, il fallait également orienter vers des centres qui sont destinés uniquement à la prise en charge du Covid. De mon point de vue et de ce que j'ai pu voir sur le terrain, j'estime que c'est une politique qui n'est pas adaptée, qui n'est pas la solution à ce problème-là. Pourquoi je le dis? D'abord, les structures de santé qui ont été choisies ne pourront jamais être suffisantes. Ne pourront jamais. Même comme on a multiplié, il y en a qui vont être mises sur pied à Yaoundé, à Douala, et ainsi de suite. Il n'y aura jamais suffisamment de place pour la prise en charge. Donc, à ce niveau, ce n'est pas la bonne solution. Il y a même que, au niveau du dépistage, on ne peut pas aujourd'hui décider que ce n'est que Louis Pasteur, l'Institut Louis Pasteur qui va dépister les malades du Covid. La conséquence, c'est que il y a des gens qui sont dépistés aujourd'hui, qui décèdent 4 semaines après et dont les résultats arrivent 8 semaines après. Entre-temps, ils n'ont pas de soins parce que comme ils n'ont pas encore de résultats, on les envoie en confinement. Et pourtant, on nous a dit au départ que les tests c'était 2-3 jours. Mais je peux vous dire que la réalité sur le terrain, c'est que les tests n'arrivent pas très souvent dans les délais. Donc, tout ça mis ensemble, les capacités même des fonctionnaires médecins qui ne comprennent pas la maladie, leurs conditions même de travail. Hein? Et il y a, je dis quoi, le corona business qui s'est installé, les cliniques qui essayent également de soigner à des prix exorbitants, les pharmaciens qui font de la spéculation, soit de thermoflash ou alors des médicaments, ainsi de suite. Tout ça mis ensemble, je trouve que l'État n'a pas la maîtrise ou bien n'a pas choisi la bonne politique. Alors, selon vous, selon quoi la meilleure approche? Parce qu'il est clair que cette pandémie est en train d'arracher des vies, aussi bien au Cameroun que dans le reste du monde. La première des choses que je peux suggérer à l'État, parce que ce sont des intellectuels aussi qui sont assis, ils ont réfléchi, ils ont certainement leur motivation. Donc, même si je fais un reproche, je dois faire des suggestions. Ma suggestion, c'est même que, s'agissant par exemple des centres de dépistage, il faut que l'État décentralise. Que l'État réunisse un comité d'experts scientifiques du public comme du privé et décide par exemple que désormais, voici les centres. Voilà les centres dans lesquels, ou les laboratoires dans lesquels on peut faire le dépistage. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut que l'État élargisse également ses centres de santé vers les structures privées. Parce que il faut quand même reconnaître que les médecins qui sont en clientèle privée ont aussi une certaine expertise. Il faut qu'on laisse la possibilité aux gens d'aller se soigner au privé ou au public. Si on prend le cas de la Quintini, qui aujourd'hui n'a même plus de place, vous pensez qu'aujourd'hui, moi, si je suis malade, je suis peut-être à proximité de la Quintini, et il y a une clinique à côté, je vais faire comment? Je ne vais pas aller chercher à l'hôpital général, je ne sais pas où, je ne sais même pas où sont les centres. Parfois on ne connaît même pas les centres. Donc je vais aller à la clinique la plus proche qui peut-être m'offre les conditions de santé. Donc il faut que l'État à ce niveau également essaye par le mécanisme de la réquisition d'enrôler certaines cliniques et de mettre les moyens ou bien de leur donner de faire des aménagements pour permettre à ces cliniques-là de soigner également le Covid. Alors ça pose beaucoup de problèmes. Ça pose le problème de la tarification parce qu'évidemment quand on va en clientèle privée, peut-être que ce n'est pas la même tarification. À ce moment, l'État lui-même peut décider d'encadrer tout cela pour que le traitement soit le même tant au privé qu'au public. Et la troisième chose, c'est quoi? Il faut les kits de dépistage. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette histoire où on dépense l'argent pour distribuer les cache-nez avec les gels. On va me dire, oui, ce sont des mesures barrières, c'est pour les mesures barrières. Vous parlez là des dons du chef de l'État. Bon. À hauteur de 2 milliards. Mais cet argent, vraiment, si j'étais le conseiller du chef de l'État, je lui aurais dit, monsieur le président, cet argent, n'envoyez pas ça pour acheter
C'est pas de ça que les Camerounais ont besoin. Les Camerounais ont besoin que quand ils vont tomber malades, malgré tout ce qu'ils ont fait comme... ils ont pris comme disposition, qu'ils ont malgré le respect des mesures barrières, s'ils sont malades, ils aimeraient qu'arrivant à l'hôpital, ils soient sauvés. Donc il faut structurer les hôpitaux. Il faut qu'il y ait le dépistage. C'est ça l'urgence. C'est ça l'urgence. Il faudrait qu'aujourd'hui je puisse me lever et que j'aille faire mon test de dépistage facilement, sans avoir à souffrir. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. C'est là qu'il faut mettre de l'argent. Donc, tous ceux qui dépensent des dizaines de millions pour offrir les... Non, c'est de la poudre aux yeux. Moi, je pense que l'argent qui a été dépensé par le chef d'État a été mal dépensé. Ce conseiller lui aurait dit de le mettre ailleurs. Et c'est pour ça que je dis toujours que le problème dans notre pays ici, c'est qu'on ne consulte pas tout le monde. Ou bien on ne consulte pas toujours un secteur approprié. Le secteur privé de la santé, il ne faut pas le négliger. C'est un secteur qui est très important. Vous n'allez pas vous asseoir dans les bureaux en tant que fonctionnaire et tout ça, vous décidez. Non. C'est un problème de société, c'est un problème social. C'est une crise sanitaire. C'est une guerre, comme disait le président français, c'est une guerre. Et quand c'est la guerre, on appelle toutes les intelligences. Cet argent-là, je dis encore que la preuve, s'il faut faire les statistiques de l'impact de cette distribution sur le recul de la maladie, je suis sûr que c'est nul. D'abord, il y en a qui n'ont pas eu. Vous avez suivi, c'est vous qui êtes journaliste dans les réseaux sociaux, il y a des chefs qui ont même décliné. Qui ont décliné, mais qui ont dit que c'est insuffisant. Si on vient dans un village, il y a 800 personnes, on laisse 10 seaux ou 20 seaux. Quel est l'impact? Alors que dans ce village aussi, on leur dit qu'à 20-25 kilomètres, vous avez une structure dans laquelle, si quelqu'un est malade, il peut se soigner ou bien il peut se faire dépister dans les délais. Les gens vont faire les efforts pour aller. Vous comprenez? Et quand je dis même qu'il faut intégrer, regardez, aujourd'hui nous avons l'archevêque, Monseigneur Cléda, qui a pensé qu'il a le traitement. Je pense que cela a été encouragé aussi par le gouvernement, puisque le ministre de la Santé a demandé au directeur de la pharmacie de travailler avec lui. Et il y en a qui ont fait l'expérience de son traitement, certainement même en haut lieu aussi, parce qu'on ne laisse pas quelqu'un faire comme ça si on n'a pas... Donc je pense que même en haut lieu, il y en a qui ont fait l'expérience de son traitement. Mais aujourd'hui, il y a des problèmes d'argent. Est-ce que c'est normal? Tout l'argent qu'on dépense à distribuer les cache-nez et tout ça là, qui au demeurant peuvent être fabriqués par les individus eux-mêmes. Et c'est même d'ailleurs le cas, les gens fabriquent eux-mêmes aujourd'hui leur cache-nez. Tout cet argent-là, on aurait dû le mettre à la disposition des personnes comme Cléda. Il nous dit aujourd'hui qu'il a le traitement, mais il est en rupture de traitement. J'ai demandé à des amis qui sont proches de lui si le traitement était disponible, parce que je pensais que pour moi, j'allais acheter le traitement, comme il n'est pas cher, l'acheter et l'offrir à certaines personnes. On m'a dit que pour l'instant, il est en rupture. Donc je dis, voilà les problématiques sur lesquelles le gouvernement doit se pencher. Et non qu'on nous laisse la distribution des cache-nez et des gels là, ça ne sert à rien. Ça n'influence pas la diminution de la maladie. D'ailleurs, ce n'est pas ça. C'est certes, dans la politique, c'est un élément, mais ce n'est pas ça la solution. Tout à l'heure, vous parliez des efforts. Que dites-vous maintenant de ces associations, de ces actions plutôt, ces actions sociales, humanitaires, entreprises par des particuliers, par des associations, pour aider le gouvernement à barrer la voie à cette pandémie-là? C'est une bonne chose. C'est une très bonne chose, ce genre d'initiatives qui ne sont pas nouveaux sous la scène au Cameroun. Mais je pense que vous posez la question parce qu'il y a eu beaucoup de polémiques autour de certaines associations. Et on prendra le cas de Suivi Cameroun, par exemple. Oui. Alors, avant d'arriver à ce cas, je voudrais dire que le problème au Cameroun, c'est que parfois le gouvernement a laissé faire certaines choses, a laissé des gens avoir certaines attitudes, certains comportements qui ont apparu comme étant des règles. On a toujours laissé les gens faire les dons. Moi-même, parfois, je me lève et je m'avais fait un don. Dans un village, un homme petit vient et fait les dons. On ne sait pas d'où ça vient, ainsi de suite. Parfois, on offre même des médicaments.
on ne sait pas d'où ça vient. Donc je veux dire que parfois le gouvernement a laissé faire un certain nombre de choses. Ce qui fait que lorsque cette association a voulu faire son don, je pense qu'elle a mal pris le fait qu'elle ait reçu une fin de non-recevoir parce qu'on lui a opposé la rigueur de la loi. Il se trouve effectivement qu'il y a une loi qui existe dans ce sens-là. Il y en a qui ont pensé que c'était une loi obsolète. Ici, le fait qu'une loi soit obsolète ne fait pas d'elle une loi qui n'est plus utilisée. C'est embêtant parce que les dons de cette association auraient pu aider quand même les Camerounais. C'est embêtant. C'est pour ça que j'ai pensé que ce débat était politisé par le gouvernement et en même temps par le concerné lui-même, ou bien les concernés eux-mêmes. Si on veut aider les gens, on laisse la politique de côté. Le gouvernement, lui, il est dans son rôle. Il défend ses idéaux. Il défend ses règles. Il défend sa loi. Et en même temps, s'il va dans la politique, il défend sa scène. Il voit en ces personnes-là des compétiteurs, des gens, des challengers. C'est normal qu'il ait une attitude. Mais si vous, en retour, vous êtes venu pour aider vraiment, mais qu'est-ce qui pouvait coûter? Qu'est-ce qui coûtait? Je vais au-delà maintenant. Ok. Le ministre vous dit, vous ne pouvez pas faire les dons parce que vous n'avez pas demandé l'autorisation. Vous prenez le peuple à témoin. Vous faites comme, il y a une députée qui a fait ça, elle a fait une demande d'autorisation qui n'a pas abouti jusqu'à aujourd'hui. Vous faites d'abord la demande. Ça ne vous coûte rien. Donc je veux dire, quand on veut aider, parce que c'est déplorable, parce que ce que ce monsieur avait, ou bien je crois que c'était Pendek ou quoi, on ne peut pas cracher dessus. Il avait 800 tests de dépistage, quelque chose comme ça. Moi je dis, on ne peut pas cracher dessus. Mais le gouvernement a été obligé d'être ferme parce que il est rentré dans la scène politique. Il a dit non, si je laisse faire, c'est la porte ouverte à toutes les dérives. Et je dis, de ce point de vue, il est dans son rôle. Et je pense que c'est ce que le président, dans son discours, a voulu. Sauf que ces dérives, elles existaient déjà bien avant. Malheureusement, c'est le reproche qu'on lui fait et a raison. C'est ce qu'ils appellent très souvent la tolérance administrative. On vous l'applique à vous et non pas à moi. C'est ce qu'ils font d'habitude. Même ici, dans notre région ici, il y a les préfets qui laissent faire certaines choses à d'autres personnes et non à suite de suite. Donc c'est ce qu'ils appellent la tolérance administrative. Mais il ne faut pas qu'il y ait deux poids, deux mesures. Et comme je dis souvent, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Nous sommes dans une guerre. Si dans une guerre, on vous dit que c'est votre ennemi qui a la solution, c'est-à-dire que le gars qui est du parti de l'opposition, qui est le médecin, le biologiste qui est du parti de l'opposition, c'est lui qui a la formule pour trouver le médicament contre le Covid. Vous n'irez pas vers lui. Donc je pense que l'État aurait dû faire ce dépassement-là, au-delà de la loi. L'État aurait dû faire ce dépassement. Et tolérer, dire que, ok, pour cette période-ci-là, vous faites les dons. On fait même un amendement à cette loi-là pour dire, ok, une simple information nous suffit. Quitte à ce que plus tard on fasse des recoupements pour savoir d'où vient l'argent, ainsi de suite. Mais on vous laisse faire d'abord. Parce que ce sont des Camerounais qui ont contribué cet argent, tant à l'étranger qu'au Cameroun. Ça, c'est ce qu'on voit d'abord. Maintenant, peut-être qu'il y a d'autres sources qu'on ne connaît pas. Mais je dis qu'au départ, on a vu que c'est des Camerounais qui ont contribué. Donc pour moi, l'État aurait pu être relativement souple. Parce que, comme on dit, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Alors maintenant, sur le plan du droit, on a souvenance que le MINAT, le ministre de l'administration territoriale, a demandé aux banques de fermer le compte de cette association-là. Est-ce juridiquement correct ou alors un abus de pouvoir? Non, dans le prolongement de ce que j'ai dit tout à l'heure, le ministre est resté attaché au texte de loi. Et il s'est laissé influencer, de mon point de vue. Le compte bancaire obéit à un régime particulier et est soumis à une réglementation qui n'est pas seulement nationale, qui est communautaire. Donc, on ne se lève pas un matin parce qu'on est ministre pour fermer un compte. Moi, je pense que s'il avait eu un conseiller comme moi, c'est pour ça qu'on leur reproche ça chaque jour. Dans certains pays européens, en dehors du directeur juridique du département ministériel, il y a des avocats qui sont des conseillers, qui sont consultés. Donc il faut toujours qu'il y ait un tiers que vous consultez quand il y a
une action à prendre sur le plan légal ou bien sur le plan juridique. S'il avait consulté, on lui aurait dit, écoutez, saisissez d'abord le ministre de tutelle de la banque et ensuite le ministre de la justice. Parce que dans la réglementation, ce sont les seules personnes qui peuvent demander qu'on bloque un compte. Vous n'allez pas, vous, en tant que ministre de l'AT, demander à une banque de bloquer le compte d'un individu. Ça, si elle accepte, c'est la porte ouverte. Ça veut dire qu'à tout moment, lorsque pour des questions justifiées ou pas justifiées, vous avez un problème avec quelqu'un, vous allez demander qu'on bloque son compte. Donc, la démarche que ce ministère aurait pu avoir, c'était d'abord de consulter le ministre des Finances et ensuite le ministre de la Justice. Le ministre des Finances peut demander le blocage du compte. Peut-être parce que, ou la banque elle-même, peut-être parce que la réglementation bancaire a été violée. Mais la personne réellement qui a autorité, c'est le ministre de la Justice. À l'occasion d'une enquête, bien sûr. Ça veut dire que le MINEP aurait dû faire une procédure pour dire, j'ai des problèmes avec l'origine de ces fonds-là. Maintenant, sous le couvert du blanchiment, de la lutte contre le blanchiment, demande donc à son homologue de justice de procéder à la fermeture. Voilà la démarche qu'il fallait avoir. Je pense qu'il a essayé de la rattraper après. Parce que j'ai cru lire, je ne sais pas si c'est vrai, comme on se fait maintenant des fake news là, j'ai cru lire qu'il a saisi le MINEFI après et le ministre de Justice aussi. J'ai cru lire ça. S'il l'a fait, c'est ça la démarche. Tout à l'heure, vous parliez d'une morale, ou alors d'une maxime. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Oui. Alors, on se rend compte aujourd'hui que le coronavirus, au-dessus des intelligences africaines, ou devrais-je plutôt dire des intelligences scientifiques. Alors, peut-on faire aujourd'hui recours à la pharmacopée traditionnelle camerounaise? Il faudrait qu'on parle du Cameroun pour trouver une solution à ce virus-là, contre ce virus. C'est déjà fait, je l'ai dit. On a mis Monseigneur Keda sur la scène. C'est un tradit praticien de renommée. On l'a mis sur la scène déjà. Donc je pense que oui, on peut. Et on a des exemples qui viennent d'autres pays. Il y a le Madagascar qui nous parle. Donc je pense que oui, on peut. On peut vraiment en toute humilité. Vous savez, cette crise devrait amener nos gouvernants. Et c'est le reproche que tout le monde leur fait. Même nous-mêmes qui sommes du parti. On fait ce reproche à nos camarades qui sont au gouvernement. Il leur manque de l'humilité. Vous comprenez, M. Moto? Il leur manque de l'humilité. Il leur manque de l'humilité. Il faut être humble. Et il faut mettre l'homme au centre de tout. Aujourd'hui, Monseigneur Cléda a montré qu'il peut. Mais vous allez voir, les fonctionnaires vont, ok, ils vont faire comme s'ils sont avec lui. Mais non, on devrait l'encourager. Donc je dis oui, la solution peut venir effectivement de là. La preuve, dans les chaumières, on vous dit que tel fait des bains de ci, des bains de ça, et ainsi de suite, et ça marche. Sauf qu'on peut avoir devant un blocus, l'OMS. Mais l'Afrique peut se passer de cet ordre. Ce ne sont que des accords, mon cher. Ce ne sont que des accords qu'on peut dénoncer, ou bien pour lesquels on peut émettre des réserves. Vous comprenez? Ça veut dire que oui, on a des accords avec l'OMS, mais on peut émettre des réserves. Nous sommes un État souverain. Je pense que, et vous savez, je pense que le président Biya, c'est ce qu'il fait au quotidien avec ses homologues étrangers. De temps en temps, il essaye de se rendre indépendant. Il essaye de dénoncer un certain nombre d'accords, même si ce n'est pas dans l'absolu. Donc je dis que oui, on aurait pu. On a même commencé à le faire déjà, parce que le fait qu'on a accepté qu'avec Monseigneur Cléda, on puisse avoir. J'ai appris qu'il a même commencé les tests de dépistage à 15 000 francs. Oui. Donc la pharmacopée peut être une solution pour nous et je souhaite que le gouvernement l'appuie véritablement. Alors, mais parlons maintenant spécifiquement de la levée de certaines mesures par le gouvernement camerounais. Commençons par l'ouverture des bars au-delà de 18h. Qu'est-ce que cela vous inspire? Je sais qu'il y a eu une grosse polémique là-dessus parce qu'on s'est dit que l'État a ouvert les bars en premier. Le secteur du tourisme, c'est un secteur qui rapporte beaucoup d'argent. L'alimentation, le tourisme, c'est un secteur qui rapporte beaucoup d'argent. Je pense que la mesure en soi, sur le plan économique,
Parce que la mesure elle vise la relance économique, il faut d'abord le dire. Elle vise la relance économique. La mesure en soi n'est pas mauvaise. La mesure en soi n'est pas mauvaise. Mais de mon point de vue, elle aurait dû être accompagnée par des obligations. Puisqu'on dit qu'en même temps, on vous dit ouvrez les bars, mais on vous dit il faut respecter la distanciation. Comment vous faites quand un groupe de 4 personnes va dans un bar pour boire? Ils vont s'asseoir chacun à 1,50 m de l'autre? Je ne pense pas. Donc je pense que l'État aurait pu dire, ok, vous ouvrez vos bars, mais faites des aménagements déjà, de sorte que vous puissiez répondre à la clientèle. Donc si le bar avait la capacité de 20 places, on vous dit réduisez à 10 places, de sorte que les gens puissent s'asseoir déjà, que ce soit déjà prévu. L'espace de distanciation, que ce soit déjà prévu. Mais vous n'allez pas demander aux gens d'ouvrir sans accompagner cela d'obligation. C'est pour ça qu'on critique cette mesure. On dit que ce n'est pas une bonne mesure et que l'État ici ne regarde que la dimension économique. Or, et la dimension sanitaire, et la dimension sociale. C'est le reproche qu'on fait en disant que l'État peut-être est en train d'envoyer tout le monde à l'échafaud. D'où la convocation de l'expression de l'immunité collective. On dit, ok, on va relancer l'économie. On en parlera tout à l'heure. Il y a également que l'État annonce pour le 1er juin prochain la réouverture de l'école. J'attends de voir les mesures qui vont accompagner. Mauvaise politique ou bonne politique? Je suis réservé parce que j'attends de voir les mesures qui vont accompagner. Parce que ouvrir les écoles où les effectifs sont à 70, 80, parfois 100. On va rappeler qu'il ne s'agira que des élèves des classes d'examen. Mais ils sont toujours 100, ça n'empêche. Il y en a 80, 100. Comment on fait? C'est 1 mois, je crois, avant les examens. Comment on fait pour les contenir pendant 1 mois? Quelles sont les mesures qui vont accompagner? Qu'est-ce qui va protéger les enseignants? Comment ils seront protégés? Ainsi de suite. Moi, j'attends de voir. Donc, moi, en ce qui me concerne, si mon fils ou bien mes enfants, s'ils doivent aller à l'école à cette période-là, si je n'ai pas les mesures assez claires et précises, je vais les garder à la maison. Je vais leur prendre un répétiteur. Si je ne peux pas moi-même, je deviens le répétiteur. Après, ils vont à l'examen. Parce qu'il faut bien qu'on prenne les mesures. Et c'est ça, l'État. L'État doit prendre les mesures, mais accompagner les mesures d'un certain nombre d'obligations pour dire, voilà, on va ouvrir les écoles, mais voilà comment ça va se passer. Ou bien, les directeurs d'école, proposez-nous quelque chose, ainsi de suite. Et on présente ça aux parents. Il faut créer ici un rapport de confiance avec les parents, et même avec les élèves. Même. Moi, j'ai mon fiston qui me dit, il ne sort pas de la maison, il refuse de sortir, il a peur de sortir de la maison. Et il a raison, parce que quand on interroge les modes de contamination, mais c'est partout. Vous touchez une barre de fer, vous touchez ci, vous touchez cela, le portail, ainsi de suite. Vous pouvez attraper le corona. Vous comprenez un peu. Donc je veux dire qu'il faut bien que l'État nous dise comment est-ce qu'il va organiser la reprise de l'école. Alors, votre avis sur le comportement des citoyens camerounais en cette période de crise sanitaire? Pensez-vous que les populations camerounaises sont fidèles aux mesures barrières édictées par le gouvernement? Il y en a qui ne comprennent pas déjà ce que c'est que la maladie. Beaucoup de Camerounais ne comprennent pas. Beaucoup n'y croient même pas. Et ceux qui y croient, il y en a qui n'ont pas les moyens. Et même, pour ceux qui ont les moyens, il y en a qui pensent que, bon, ok, parce que je suis très pieux, très croyant, Dieu va me protéger. Donc je veux dire qu'il y a du tout dans la compréhension, dans l'attitude des Camerounais par rapport à cette maladie-là. Donc je dis, il faut également qu'à ce niveau, vous savez, c'est l'État qui fait tout. Peut-être pas fait tout de manière dans l'absolu, mais c'est l'État qui donne même l'orientation, la façon de penser. Si vous avez de bonnes mesures, le peuple va vous suivre. Quand l'État lui-même a des mesures qui ne donnent pas, qui ne sont pas aussi importantes, qui ne montrent pas la gravité de la maladie, c'est normal que le peuple relâche aussi, c'est normal qu'on retrouve dans les marchés. Pourquoi on ne ferme pas les marchés et qu'on les rende périodiques? Voilà les aménagements à faire. Et là, j'espère que, comme maintenant on est en décentralisation, les mairies vont peut-être penser à ça. Pas seulement qu'on accuse le pauvre peuple qui parfois est même décontenancé, qui parfois ne comprend même rien. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y en a qui sont aussi obligés. Une femme qui est dans l'informel, qui fait du buy and sell, vous pensez qu'elle va faire comment? Il faut qu'elle sorte au quotidien pour nourrir sa famille. Donc je dis, tout cela mis ensemble, c'est normal qu'on retrouve des comportements tels que 3 personnes sur la moto,
4 personnes ou 5 personnes dans un taxi. Au départ, ils ont commencé à respecter, mais après, le taxi, vous ne voulez pas, il ne vous prend pas. Hein? Il y a tout ça. Il fallait qu'il y ait des aménagements. On dit, OK, vous prenez 4 personnes ou 3 personnes, vous avez une décote, par exemple, sur les impôts, sur ci et ça. Il faut un certain nombre de mesures comme celle-là pour accompagner. C'est ça qui va faire que les gens vont prendre ça au sérieux. Alors, Maître Félix Djanguet, pensez-vous, alors, vous, de l'avis de ceux qui pensent que l'assouplissement, enfin, les mesures d'assouplissement, n'est-ce pas, prises par le gouvernement camerounais, tendent plutôt vers une immunité collective? Oui, il n'y a pas que le Cameroun. Même dans les autres pays, c'est la même politique. Enfin, c'est la lecture qu'on a. Hein. On se dit, OK. Les êtres humains sont-ils subitement devenus des cobayes? Oui. Face à l'impossibilité pour ces États-là d'avoir un vaccin dans les médias, d'avoir des solutions, parce que la question centrale, c'est l'argent. Tout ce qu'on dit là, tout ce qu'on fait comme reproche là, parce qu'il faut l'argent. S'il y avait l'argent, on allait confiner tout le Cameroun. Et on enverrait l'argent ou bien chèque de solidarité tous les mois aux Camerounais. Mais tout ça là, c'est parce qu'il n'y a pas d'argent. Et je me dis, après, l'État se dit, bon, ok, on va à la solution la plus facile. On dit, on ouvre l'économie, on laisse faire, on essaye d'accompagner par les mesures que le Premier ministre a dictées, on essaie de communiquer dessus, ainsi de suite, en espérant que les gens vont faire attention. Ceux qui ne feront pas attention, ils vont partir, ils vont laisser les autres, et à un moment va arriver une situation où tout le monde est contaminé, et la maladie va s'estomper. Oui, on peut avoir une lecture pareille. Rien ne m'amène à avoir une lecture contraire. En l'état, rien. Parce que, regardez, si on sort là, on va voir le marché, des milliers de personnes, vous pensez que c'est pourquoi? Ils vont se contaminer. Bon, maintenant, on ne sait pas pourquoi la maladie n'a pas frappé l'Afrique comme elle a frappé l'Europe. Il y a tout ça qu'il faut aussi que les gens se disent que peut-être que nous, on est même à l'abri. Hein. On a peut-être quelque chose en nous qui fait qu'on est à l'abri de la maladie. Sauf que c'est pas ce que l'OMS, à travers son directeur général, a dit. Pour lui, c'est que l'Afrique devait être le continent le plus frappé, le plus touché. L'Afrique a toujours été... Sauf qu'aujourd'hui, c'est le contraire qu'on vit. L'Afrique a toujours été considérée comme un paria, comme le dindon de la farce. Mais heureusement, là, tout est contre les prévisions des pays européens et même de l'OMS. Voyez-vous en cela un soutien de l'omnipotent? Serait-ce pour l'Afrique? Non. Je suis suffisamment objectif et rationnel là comme ça. Je pense que il y a une autre explication ailleurs, peut-être qu'elle est scientifique. Et ceux qui sont en charge de ça vont peut-être nous dire un jour pourquoi est-ce qu'on est beaucoup plus résistant. Mais la constance quand même, c'est que les personnes qui sont comment on appelle ça, qui sont en état de comorbidité, c'est-à-dire qui ont des affections chroniques telles que le diabète, tout ça, c'est des personnes qui sont quand même exposées. C'est des personnes qui sont exposées, que ce soit en France ou ici ou aux États-Unis, c'est des personnes qui sont exposées. Donc, s'ils attrapent la maladie ici, là, il y a de fortes chances qu'ils ne s'en sortent pas. Mais à côté de ça, maintenant, il y a une catégorie de la population, peut-être beaucoup plus jeune, beaucoup plus résistante, qui... mais il y a une explication scientifique à cela. Je ne l'ai pas, mais je pense qu'il y en a. Pendant qu'on continue de chercher, les gens meurent tous les jours au quotidien du fait de cette pandémie mortelle et mortifère. On critique les mesures prises de part et d'autre. C'est donc quoi, selon vous, la meilleure solution pour sortir de cette crise? Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Dites-le encore. Je le dis. Il faut que l'État décentralise les dépistages. Et accompagne cette différence entre là pour que les tarifs soient accessibles. Il faut que l'État décentralise la prise en charge. Je parle d'expérience parce que je suis conseiller de plusieurs entreprises où il y a eu des cas. Si vous voyez les sommes qui sont dépensées, c'est énorme. Donc il faut que l'État prenne tout cela en charge. Accompagne ces gens-là. Quand on dit par exemple qu'on a fermé la clinique, une clinique là, mais moi je dis, l'État aurait pu plutôt réquisitionner la clinique. C'était l'occasion pour l'État. Je ne connais pas les motivations du ministre Santé. Il a peut-être raison, je ne sais pas. Mais je dis de mon point de vue, en ce moment-ci, il aurait dû réquisitionner. Il réquisitionne et on a plané les tarifs
On dit, ok, comme vous voulez faire dans la lutte contre le Covid, vous allez donc la faire. Vous devenez un centre de prise en charge. Mais voilà les prix. On les aligne plus ou moins au prix des centres publics. Voilà les mesures. Il n'y a que ça. Je dis que, puisque en ce moment, la seule mesure qu'on voit, c'est on vous dit de porter le masque et respecter la distanciation et ainsi de suite. Pour moi, c'est quoi cette mesure? On peut même respecter tout cela et on tombe malade. Tous ceux qui meurent là, c'est des personnes d'un certain niveau social. Vous le savez, non? La plupart des gens qu'on a vu mourir là. Si quelqu'un peut payer 2 millions à l'hôpital, ça veut dire qu'il a les moyens. Mais il est quand même mort. Qui vous dit qu'au départ, il ne mettait pas les masques et tout ça là? Il mettait, mais il a certainement été exposé d'une certaine manière, ainsi de suite. Donc je pense que l'État devrait d'abord mettre à la disposition des Camerounais les tests de dépistage. Lui, pasteur à Yaoundé, quelqu'un habite à Bafoussam, il fait comment pour se dépister? Ou bien il est à Maroua. Il est même ici à Douala, mais à Libombari là-bas. Il fait comment? Ok. J'espère que cette proposition n'est pas entrée dans les oreilles des sourds. On espère que la rampe peut passer. Alors maître, on va aborder la dernière dorsale de cette émission. On va parler maintenant des problèmes fonciers au Cameroun. Je l'ai dit à l'entame, c'est un véritable casse-tête chinois. Peut-être que d'entrée, que pensez-vous du foncier de l'État? À ce niveau, il y a eu beaucoup de relâchements. Le foncier de l'État, évidemment sous-entendu comme étant les terres qui appartiennent à l'État. Tout à fait. Oui. Il faut rappeler comme ça très rapidement, puisqu'on n'est pas dans un cours de droit ici, rappeler très rapidement ce qu'on entend par foncier de l'État. Ça peut être soit des terrains urbains, bâtis ou non bâtis, ou bien des terrains ruraux, et qui rentrent dans des catégories bien précises. On peut retrouver le domaine privé de l'État, on peut retrouver le domaine public routier, le domaine public portuaire, ainsi de suite. Donc voilà les catégories dans lesquelles on peut retrouver le foncier de l'État, et qui sont des catégories d'ailleurs qui posent beaucoup de problèmes. Quand vous voyez par exemple la pénétrante Douala pour Yaoundé, la zone de marché de fleurs jusqu'à Yassa, ça c'est le domaine public routier. Il y a par exemple le respect d'une certaine distance de part et d'autre qui n'est pas observé. Le test parle, si je ne me trompe pas, de 75 mètres de part et d'autre. Mais vous voyez comment les gens ont construit. Quand on a voulu agrandir la route, on l'a cassé une partie, mais les gens sont toujours là, ainsi de suite. Donc je veux dire qu'à un moment, il y a eu le relâchement de l'État dans la gestion de son domaine. C'était à tort même, parce que ce que vous devez savoir, c'est que les grands États ont comme source de revenus les recettes domaniales. Les grands États. Parce que tous ces espaces-là, c'est de l'argent pour l'État. Donc, à un moment, il y a eu le relâchement, les gens sont occupés. Après, quand on vient les casser, ça fait la grogne sociale. Malheureusement, ça fait du désordre parce qu'on n'arrive pas à urbaniser la ville, on n'arrive pas à planifier, ainsi de suite. Donc, il est question maintenant pour l'État d'essayer de mettre de l'ordre dans tout cela. Et il y a également le domaine privé de l'État, c'est-à-dire que les terrains qui sont titrés au nom de l'État. Qui très souvent font l'objet de spéculations exagérées. L'État vous loue un terrain, ou bien vous vend son terrain, et vous spéculez dessus. Il vous vend à 1 franc symbolique, ou bien il vous le loue à 1 franc symbolique. Et les gens spéculent dessus. Donc tout ça aussi, il faut que l'État essaie de regarder, de voir comment est-ce qu'il va encadrer. Tout à l'heure, oui, allez-y. Parce que pour moi, il faut qu'on revienne à la véritable source de revenus, des recettes domaniales de l'État. Vous parlez donc de relâchement de l'État quant à la gestion de ce foncier. On va peut-être parler du port de Douala. Le port de Douala, qui dans sa politique d'extension de son domaine, on parlait là de la construction d'un axe routier devant servir le dit port. C'était donc, je crois, le 16 janvier 2018. Il y a eu donc 51 ménages illégalement construits à Essengue. On va rappeler que pour justifier ces cas, ce sous-préfet de cette époque, Jean-Marie Tchakui, signalait que les riverains étaient conscients et qu'ils étaient installés dans la zone portuaire parce que le domaine portuaire, le domaine portuaire est circonscrit et connu de tout le monde. Voilà l'élément. Je
utilisé donc par le sous-préfet pour autoriser cette opération de casse. On se rappelle, je t'avais parlé de Grogne, on a failli, n'est-ce pas, vivre cette situation-là. On avait la population dormir à la belle étoile, on parle de 51 ménages. Moi, je pense que sur cette question-là, c'est une grosse injustice. Si j'étais vraiment le conseiller du président de la République, je lui aurais dit, je lui aurais posé les choses différemment. C'est une grosse injustice. Il ne faut pas qu'on prenne pour prétexte le développement du port pour déguerpir les populations qui, au demeurant, sont installées là depuis des années, qui ont même viabilisé ces espaces-là. Et la question centrale même, monsieur, c'est quoi? Comment ont-ils fait pour se retrouver à cet endroit? Non, laissons même cet aspect-là. L'autre question centrale, c'est quoi? C'est que, qu'est-ce qu'on entend par domaine portuaire? C'est d'abord ça la question. Je puis quand même vous dire que quand on a créé le port, ou bien quand le port est devenu ce qu'il est aujourd'hui, Office national des ports à l'époque, en 1977, il y a eu un décret qui lui accordait un espace. Il y avait un décret qui lui accordait un espace. Est-ce que le port peut dire aujourd'hui où commence cet espace et où se termine cet espace-là? Parce que quand on vient casser les gens, il faut qu'on se rassure que ces gens sont dans... Parce que quand le préfet, je crois, le préfet ou le sous-préfet, il parle des populations qui connaissent que c'était l'espace du port. Il s'est appuyé sur quoi? Est-ce que le port au départ avait 335 hectares de terrain par le décret de 77. Est-ce que le port a d'abord fait la délimitation de son espace? Et on a conclu par des experts que, ok, toutes ces populations-là, sont dans l'espace du port. Est-ce que le port avait d'abord fait ce travail-là? Ils l'ont fait, mais pas de cette manière-là. Ils ont demandé à faire la délimitation en étendant l'espace à près de 1500 hectares. Donc, et je dis au-delà même de cela, quand on veut détruire des gens, il y a des mesures d'accompagnement. Parce que pour la plupart, ce sont des riverains, ce sont des populations autochtones. Il y a des mesures d'accompagnement, sauf que ces populations ont refusé toutes les propositions. Mais vous avez construit une maison de 10 millions, on vous donne 500 000 ou 2 millions. Quelle est la péréquation? Quelle est la péréquation? Et je peux vous dire que quand le port parle d'étendre même son espace pour les besoins de développement, ou bien pour sacrifier aux activités portuaires. Est-ce que vous savez qu'au port là-bas, il y a des gens qui ont construit, qui sont occupants du fait du port, mais qui ont construit les maisons d'habitation? Ou bien qui font des activités qui n'ont rien à voir avec l'activité portuaire. Alors on ne peut pas venir... Moi, cette question, je ne la vois même pas dans... Je la vois sous le couvert du déguerpissement des populations qui sont déjà établies pendant plus de 20-25 ans. Avec des familles. Avec des familles qu'on vient de détruire. La Constitution prévoit quand même qu'on consolide, qu'on respecte la famille. Vous n'avez pas détruire des familles comme ça. Donc moi je dis, c'est une question... Mais est-ce que l'État n'est-il pas complice? Parce qu'au départ, ces populations, quand elles construisaient à cet endroit, l'État était bien présent. Pourquoi a-t-on laissé ces populations construire à ces endroits, sachant que c'était un domaine portuaire? Non, il ne faut pas aborder la question comme ça, parce que, oui, certes, il y a un relâchement, il y a eu des raisons pour lesquelles on ne les a pas bousculés, parfois c'est des raisons politiques, parfois c'est des raisons sociales, et ainsi de suite, et peut-être parce qu'il n'y a pas encore le besoin pour le port d'avoir un espace pour faire les voies, et ainsi de suite. Donc il ne faut pas aborder la question comme ça. Moi je pense qu'il faut aborder la question d'une autre manière. Le port est installé dans un village, dans une zone rurale à la base, une zone de pêche à la base, où se trouvent des populations riveraines et autochtones. Donc s'il y a des mesures, s'il y a des projets de développement, il faut qu'on intègre ces populations. C'est comme ça qu'il faut aborder la question. Parce que ce problème n'est pas fini aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, le port, je pense qu'il tente toujours d'étendre son espace en déguerpissant d'autres personnes. Donc le même problème se pose aujourd'hui, ce n'est pas seulement un problème de voie. Donc moi je dis qu'il faut aborder le problème différemment. Il faut que lorsque une société, fût-elle le parapublic, veut s'établir quelque part, il faut qu'elle tienne compte des populations autochtones. C'est ça la réalité. Si elle ne peut pas tenir compte de ça, elle est en train de violer un certain nombre de principes
de conventions que l'État camerounais a signées. Il y a le respect quand même des populations autochtones et riveraines. Et je peux vous dire que dans l'histoire, le port, la version du port qu'on a aujourd'hui, a commencé d'abord par les populations Douala, par les chefs Douala, qui étaient les premiers artisans. Donc dans l'histoire, vous n'allez pas venir trouver des populations qui sont là, ancestrales, qui sont là, et vous les déguerpissez aussi facilement comme ça, parce que vous voulez étendre. Le port aujourd'hui est devenu un agent immobilier. Je peux vous le dire, si on fait une enquête, on va se rendre compte que le port est devenu un agent immobilier. Il passe le temps à louer des espaces à des gens qui n'ont rien à voir avec l'activité portuaire, au détriment des populations autochtones. Donc il faut concilier les intérêts ici. Je pense que c'est ça que pose le problème du foncier, du port, par exemple. J'avoue quand même, maître, que lorsqu'on observe par endroit un capharnaüm quant à l'extension du domaine foncier de l'État, j'aimerais qu'on s'arrête un instant au fin de mieux comprendre au camp Yabassi, Newbel, aussi à Bonanjo. Comment des particuliers ont-ils fait pour être propriétaires du domaine de l'État? C'est compliqué. Si on prend le cas du camp Yabassi, cet espace a été titré au nom de l'État, sous le titre foncier, je crois, 38-44, le domaine privé de l'État. Dans l'histoire, le chef Akwa avait cédé cet espace-là à ses amis qui venaient de Yabassi à l'époque, c'est pour ça que ça porte ce nom-là, et ces familles sont installées progressivement, ainsi de suite. Si vous y allez, la plupart, c'est les ressortissants de Yabassi qui sont installés, même après, plus tard, l'État a pu titrer cet espace au nom. Il y en a qui ont été délocalisés, ils ont été indemnisés, mais il y en a qui sont restés, il y en a qui sont installés après. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est toujours ce relâchement de l'État, cette absence de l'État qui fait que aujourd'hui on retrouve sur cet espace-là des populations qui n'ont pas de documents, qui n'ont pas de titre de propriété. Et aujourd'hui, l'État essaye de régulariser cela. Mais c'est une perte sèche pour l'État. Parce que si ces espaces-là étaient, je dis, mis en location, ça apporterait beaucoup d'argent à la recette domaniale. Donc, bref, les problématiques un peu par rapport aux fonciers de l'État, ça descend un peu du domaine privé de l'État au camp Yabassi. Et pareil pour Newbel aussi. C'est pareil pour Newbel, c'est la même situation. Pour Bonanjo, c'est différent. Bonanjo, il y a eu une montée de réclamations à un moment, dans les années, je crois, 97, qui ont fait en sorte que le président de la République a pris un décret qui interdisait qu'il y ait des transactions sur les terrains qui relèvent de Bonanjo. Beaucoup plus du domaine du titre foncier 3625, qui est un titre foncier qui appartient à l'État de Cameroun. Et il avait soumis l'acquisition de cette terre-là, de ces immeubles-là, à son visa. Ça veut dire que vous montez le dossier et on envoie à la présidence. C'est quand la présidence vise que vous pouvez vous estimer être propriétaire. Malheureusement, si on prend sur 10 personnes qui ont pu acquérir à Bonanjo, il n'y a même pas 8 qui ont eu visa. Alors, ça m'amène peut-être à dire que on constate également là un certain relâchement, mais aussi la faute de nos agents publics. Parce que lorsque vous allez voir quelqu'un au cadastre à la conservation pour dire que je veux un terrain à Bonanjo, il doit vous dire la vérité. Il ne vous laisse pas faire le dossier. Ou bien il doit même dire la vérité à son ministre qui est arrivé. Parce qu'on a vu des arrêtés ministériels qui ont été signés, des arrêtés de mise en vente sur le terrain à Bonanjo qui ont été signés, mais qui n'ont pas de visa. Parce que il y a eu personne pour dire au ministre que, Excellence, il y a telle situation, vous ne pouvez pas. Ou bien si vous voulez demander d'abord l'avis, je pense que c'est peut-être l'actuel ministre qui le fait, c'est-à-dire qu'il demande d'abord, en même temps qu'il vous signe, il demande l'avis du président de la République. Mais avant, ça n'a pas été fait. De sorte qu'il y a eu spoliation. Je vais vous dire l'histoire. Bonanjo, ce qui s'appelle à l'époque Plateau Jos. C'est là où vivaient les ressortissants du canton Bel. Le chef avec toute sa famille et tout ça, le roi Bel à l'époque, c'est là où il vivait, avec tous ces sujets. Alors quand les Allemands arrivent, on les déporte vers Bali, le quartier Bali.
qui... Bali, pourquoi? Parce qu'à l'époque, c'est l'endroit où on tuait les bœufs. Les gens venaient de Bamenda. Il y a un quartier à Bali, un village à Bali qu'on appelle, à Bamenda qu'on appelle Bali. Donc on a pris le nom de Bali là pour mettre ici. Mais c'était la brousse à Bali. Or, aujourd'hui, quand l'État cède ces biens-là, l'État ne cède pas ces biens aux ressortissants de la zone, mais plutôt à des tiers. C'est pour ça qu'à l'époque, le président a sorti le décret en 1986 pour dire qu'il interdit toute transaction immobilière sur le 36-25. D'accord. Et si on ouvrait également une brèche sur le foncier des particuliers, hein, on pourrait peut-être d'abord commencer par faire un état des lieux. Oui, je pense que même là-bas, il faut faire un audit parce que beaucoup ont pu acquérir des biens dans l'illégalité et dans la corruption, dans le trafic d'influence. Sans oublier que on a constaté un phénomène dans les zones rurales, par exemple. On a vu des gens qui ont pu immatriculer des centaines d'hectares de terrain au détriment des populations elles-mêmes, sous prétexte que ces personnes ont le pouvoir financier. Vous savez, quand vous êtes dans un village, vous proposez 2 ou 3 millions à une famille pour qu'elle vous laisse son espace, pour elle c'est tout bénéf, mais sauf que cela a un impact social 10, 15, 20 ans après, parce que les enfants qui sont issus de ces zones-là, quand ils vont grandir, ils n'auront pas de vivier. Ils n'auront pas de vivier pour pérenniser leur culture, pour pérenniser leur tradition. Parce qu'ils vont trouver que c'est un tiers qui est devenu propriétaire des terres ancestrales. Donc je pense que là aussi, aujourd'hui, il faut que au niveau du domaine national, l'État essaye de faire une réforme pour interdire effectivement que les gens immatriculent des hectares de terrain sur certaines zones. On peut le leur donner en concession. On peut dire à ces familles de le donner en concession ou bien de le donner en location. Ce n'est pas les mécanismes qui manquent. Parce que ça pose beaucoup de problèmes, comme j'ai dit. Maintenant, il y en a aussi qui ont pu immatriculer leurs terres et qui sont vus spoliés par des mécanismes de trafic. Parce que quelqu'un a une position, il vous prend votre bien et quand vous allez devant la justice, il y a toujours des entorses et ainsi de suite. Donc je dis, l'état de lieu aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de crises sur le foncier, tant sur le domaine public que sur le domaine privé. Ou du moins le domaine national, le domaine des particuliers. Il y a beaucoup de querelles là-dessus. Et il est temps que l'État vraiment s'asseye et regarde quelle est la formule qui va servir l'intérêt général. Ça ne sert à rien de libéraliser, de dire que telle personne peut aller acheter là où il veut, ainsi de suite. Non, il faut encadrer tout cela. Parce qu'à terme, ça pose plus de problèmes. Voilà à peu près la position pour cette question-là. Alors, on va sortir avec cette autre question. Avez-vous le sentiment que l'administration et la justice jouent à bon escient leur rôle au regard des multiples plaintes des acquéreurs, par exemple, du terrain, d'une part, et des problèmes d'expropriation, d'autre part? Oui, vous posez le problème de la justice au Cameroun au travers de cette question. C'est le reproche qu'on va toujours le faire. C'est-à-dire que le sentiment que les Camerounais ont, c'est que au lieu d'aller vers la justice, on va plutôt vers l'injustice. Mais il y a plusieurs explications à cela. La première, c'est que très souvent les dossiers sont montés de sorte que le magistrat qui est saisi d'un dossier n'a pas toujours la possibilité de trancher en faveur, entre guillemets, de la personne qui estime avoir le terrain. Parce que le juge tranche sur la base des documents qu'on lui présente. Or, généralement, vous trouvez une situation dans laquelle le monsieur a effectivement vendu un terrain et après il s'est rebiffé. Et quand ils vont devant le juge tranche sur la base des pièces qui sont à sa disposition. L'autre raison, c'est que il arrive effectivement que celui qui a acquis le terrain ait un pouvoir financier ou bien qu'il ait de l'entre-gens. Et qu'à ce niveau, il puisse influencer la décision du juge. Et c'est à ce niveau-là que beaucoup de Camerounais se plaignent parce qu'ils estiment que la justice n'a pas toujours été là pour concilier les intérêts des pauvres et des riches. Donc c'est pour ça, voilà à peu près pour dire. Mais par rapport au déguerpissement ou aux expropriations, c'est un domaine qui est, je veux dire, réglementé. C'est un domaine qui est réglementé.
l'État difficilement exproprie sans indemniser. Et même quand c'est arrivé, il y a toujours le moyen pour les personnes qui ont été expropriées de rentrer en indemnisation. Alors, je voudrais quand même profiter pour dire que, s'agissant du foncier toujours, pour dire que l'actuel ministre a fait ce que les autres n'ont pas fait pour le foncier. Et on espère qu'il va étendre cette vision-là au domaine national. C'est-à-dire qu'il a demandé, il a mis sur pied une mission qui s'occupe de l'audit de l'ensemble des terres de l'État pour voir comment est géré le foncier de l'État, qui occupe le foncier de l'État, est-ce que l'occupation a été régulière ou pas, ainsi de suite. Donc il a mis sur pied une mission comme celle-là. On espère que cette mission-là va faire son travail et qu'elle va même s'étendre aussi au domaine national. Parce que vous avez posé un problème de justice tout à l'heure. Le juge, comme j'ai dit, il s'appuie sur les pièces. Mais très souvent, on a vu que les pièces, même qu'on lui présente parfois, sont faux. Et que l'autre partie qui se plaint n'a même pas les moyens d'apporter la preuve du caractère faux de ces pièces-là. Or, quand on fait un audit, l'audit va en profondeur. Donc, pour moi, je pense que l'actuel ministre pourrait ajouter à cette mission-là le domaine national. Parce que pour l'instant, il a circonscrit au domaine public et au domaine privé de l'État. J'avoue, maître, que j'aurais bien voulu que nous parlions davantage de ce sujet, de ce problème-là. Le foncier de l'État, c'est assez vaste, certainement qu'on trouvera une tribune pour en parler dans nos émissions spécialisées ici à Spectrum Télévision. Merci déjà d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous dis merci de m'avoir invité. J'espère qu'on a pu éclairer, que ce n'a pas été un entretien qui va passer inaperçu, qu'on a pu éclairer les Camerounais. J'espère également qu'il y aura d'autres tribunes, peut-être pour préciser un certain nombre de choses et de positions. Voilà. On retient que vous êtes homme politique et avocat. Non, je ne suis pas encore homme politique, je suis militant. Ah, militant. D'accord. La précision en valait la peine, maître. Voilà, nous vous souhaitons le meilleur. Merci. Dans tout ce que vous... dans tous vos engagements. Merci. Et le meilleur surtout pour la suite. On va également remercier Erin Gando qui, comme toujours, a assuré la réalisation de cette émission. Zipia était là pour le son. Nono Fotu également était là pour les caméras. On n'oublie pas la maquilleuse Yvonne Amourou et le monteur Abazolo. Mesdames, Messieurs, c'est terminé pour cette autre livraison de Entretien avec de ce jour, c'était avec Maître Félix Bébi et Djanguer. On se retrouve jeudi prochain pour une autre émission avec un autre invité qui sera ici avec nous dans le fauteuil rouge. Restons fidèles, mesdames, messieurs. Le programme se poursuit. Bonsoir à tous et à toutes. Au revoir.